Bonjour et bienvenue sur Égide. Je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble la mise à jour proposée par Games Workshop en cette fin août. Alors, le document se comporte sous plusieurs formes. Vous avez déjà la première forme, c'est l'update des profils. Dedans, il n'y a pas de modification en point des unités, ce que beaucoup de joueurs attendaient, seulement une modification sur la taille des socles qui était glitché, buggé. Comme vous pouvez le voir, il y a un astérix à côté de l'unité Blue Knight avec la bonne base que ces derniers possédaient. Et en plus de ça, vous avez certains héros qui peuvent avoir dans leur régiment d'options des modifications. C'est un peu anecdotique, mais ça peut vous permettre de construire un peu mieux vos unités si besoin, comme vos bataillons, si besoin, avec ces quelques modifications. Maintenant que ceci est fait, on va rentrer dans le vif, dans le dur du sujet. Les modifications des règles, c'est ce que nous, joueurs, attendons en jeu égal pour pouvoir jouer de manière optimisée, sans conflit avec l'adversaire. On va commencer par un errata sur les weapon ability, donc ça va être updaté. Le joueur en question posait la question si les compagnons étaient affectés de manière négative par les règles du jeu, car on sait que les compagnons ability ne peuvent pas être modifiés sous quelque forme que ce soit. La réponse de l'éditeur est oui. Imaginons si vous utilisez Covering Fire avec une unité qui a du tir et du tir avec du Companion Weapon, le Companion Weapon se verra bien affecté par un malus négatif de 1 à la touche. Sur cette page-là, c'est surtout des questions-réponses de l'éditeur et des joueurs. Donc la première, ce sont les abilities. On pose la question du timing des abilities. Vous savez que quand vous allez utiliser une capacité, vous avez des fois la capacité de réaction d'armée, d'unité ou autre. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on peut perdre la main sur ça? Là, il pose la question du le joueur utilise attaque en règle. Moi, je n'utilise pas défense en règle, qui est la réaction. Le joueur active ensuite une autre capacité suite à ça. Est-ce que moi, j'ai passé ma fenêtre d'activation ou est-ce que je peux faire ma réaction habilité par rapport à la nouvelle déclaration? L'éditeur dit oui, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Tant que vous répondez, votre capacité répond à la demande sur le moment, vous pourrez toujours faire votre réaction. La règle suivante concerne en fait la couleur des habilités. Donc voilà, cette fois-ci c'est très clair. L'éditeur vous dit que les couleurs des habilités ce sont juste des aides, là où la plupart du temps l'habilité est utilisée. Cependant, ce qui est le plus important, c'est le texte. Si votre règle répond à la condition en question, vous bénéficiez de votre règle. Exemple, le passif d'Indrasta qui double les dégâts qui est en rouge signifie que c'est quelque chose qui est offensif, pas spécialement la phase de combat. Et du coup, tant que vous répondez à cette condition, même au tir, elle doublera ses dégâts. Voilà, ça s'applique à l'entièreté des règles. Les couleurs, c'est juste pour vous aider à les utiliser. Ce n'est pas ça ne répond pas à une règle, entre guillemets. Alors, la question suivante est une bonne mise à jour sur le jeu. Elle concerne, entre guillemets, l'obscuring et les règles de ligne de vue. Le joueur dit que quand une unité tire sur une unité qui est partiellement obscurée, donc on va dire que sur les 10 modèles qui sont cachés derrière le décor, derrière la forêt, quoi que ce soit, je vois 2 modèles. Est-ce que toute mon unité peut tirer dessus? Avant, c'était le cas, maintenant ça a changé, donc on vous dit non, que seulement les modèles de l'unité attaquante qui ont une ligne de vue sur cette dernière peuvent tirer. Donc il faudra bien que vous fassiez toutes vos lignes de vue par modèle si jamais vous tirez sur quelque chose qui est obscurant, dans lequel on ne voit pas, car vous ne pourrez pas faire tirer toute l'unité. La règle suivante est basée sur les capacités d'armes, donc les attack seconds, tout ce qui va être les crit hit. Vous savez que sur un 6 non modifié, les armes comme crit hit appliquent un effet. Là, la question se pose sur un effet contradictoire. Si mon unité touche de base à 5, a une règle qui lui fait faire des crit hits sur du 5 plus et du 6 plus et que mon adversaire me met un malus, donc je toucherai techniquement que à 6, est-ce que le 5 plus s'applique? L'éditeur répond d'une manière un peu étrange. Moi, je trouve ça dommage, mais il semblerait que les exceptions confirment l'aigle, car vous avez toutes les règles qui sont crit hit si vous ne pouvez pas l'appliquer sur du 5 parce que vous ne touchez actuellement qu'à 6 à cause d'un malus, ne s'appliqueront que sur du 6. Donc les 5 ne s'appliqueront pas si vous êtes en -1, -2, -3, etc. Cependant, ils vous disent que l'exception qui confirme l'aigle, c'est le crit mortal, même si vous n'êtes pas dans la capacité d'appliquer normalement vos crits hit sur du 5 pour X raisons, et que vous avez cette règle, le crit mortal s'appliquera quand même. Donc c'est un petit peu dommage car ces occurrences s'additionnent sur plein de points de règle, mais on voit que l'éditeur a décidé de faire ça, ce qui pourrait peut-être être pertinent que l'éditeur fasse un tableau un peu chiant, mathématique, carré Excel, tout ça, en disant ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, parce que là on commence à avoir pas mal de oui, mais.
La question suivante, c'est concernant les modèles qui sont retirés pendant votre cohésion. Votre cohésion doit être maintenue en permanence. Vous savez que si votre cohésion est cassée, les modèles sont retirés. La question, c'est est-ce qu'ils sont considérés comme étant slain, donc détruits? La réponse de l'éditeur est oui. Donc, si vous avez des règles qui s'appliquent au moment de la mort de votre unité, vous allez pouvoir les activer. Donc, ça peut être pertinent de casser, entre guillemets, vous-même votre cohésion sous condition pour pouvoir faire proc des effets. Et la question suivante concerne, le frappe en premier et le frappe en dernier qui était un petit peu flou. Donc là, l'éditeur répond d'une manière simple, il faut juste être, transparent dans son usage. Si vous avez frappe en premier, vous appliquerez tous vos frappes en premier et ensuite votre adversaire. Et vous repassez dans le séquencement standard, frappe normale, tous les frappes normales et les frappes en dernier. Si vous avez une occurrence de règle qui vous permet d'activer une unité directement après avoir combattu, il y a plein de petits héros qui font ça. Est-ce que si mon héros a frappe en premier, il peut activer une unité à côté de lui en frappe en premier? La réponse de l'éditeur est oui. Vous pouvez activer votre unité en frappe en premier auxiliaire du héros qui l'a pour casser le séquencement et ensuite en frappe normale activer comme avant. Règle de la V3. Cependant, il y a un warning. Si votre adversaire a des occurrences de frappe en premier, vous ne pourrez pas. C'est l'exception qui confirme l'aigle une fois de plus. Vous allez devoir faire votre frappe en premier, votre adversaire ses frappes en premier, et après passer à l'activation normale. Et donc, cette règle-là bloque le mon héros qui a frappe en premier combat, il active l'unité en frappe en premier qui ne l'a pas. Et après, mon adversaire fait ses frappes en premier. S'il y a des occurrences de frappe en premier, on fait toutes les frappes en premier, même si ça va bloquer de manière indirecte vos règles, vos combos. Voilà, c'est la réponse de l'éditeur, on l'appliquera à la lettre. La règle suivante, c'est pas quoi, la question suivante, pareil, c'est très simple. Le joueur demande si les companion ability peuvent être affectés sous condition. La réponse est non, à part si la règle spécifique companion weapon modifiée, vous ne pourrez jamais modifier une companion weapon. Et la règle suivante, c'est le once par timing. Donc là, c'est beaucoup de joueurs se posent la question, l'éditeur y répond, mais une fois de plus, c'est pas très clair, c'est un peu chiant. Ils auraient pu faire ça de manière beaucoup plus simple avec des symboles, des pictos ou autres. Euh, pour faire simple, si vous avez une règle qui s'appelle once par, une fois par tour, règle, machin, truc, on s'en fout, si elle est utilisée par votre unité, donc si elle écrit use by this ability, use by unity, use by this unity, et ainsi de suite, utilisée par une unité, vous pouvez la faire plusieurs fois. L'exemple, les Daughter of Cain qui ont la règle Out of Sauter qui leur permet de combattre 2 fois, c'est l'unité qui la combat, qui l'utilise, qui a cette règle-là. Donc vous allez pouvoir le faire 2 unités combattent, vos unités pourront chacune le faire, mais une fois par partie. Par contre, si c'est une règle qui est utilisée par le joueur, donc il ne précise pas que c'est l'unité qui l'utilise, donc il n'y a pas de mot-clé unité, mais juste rien. On part du principe c'est le joueur, il n'y en a qu'un seul, c'est vous, donc vous ne pourrez pas l'utiliser plusieurs fois. Exemple, la règle destin en casse éternel pour amener à la vie une unité qui est décédée. Ce n'est pas précisé que c'est l'unité qui l'utilise, mais donc c'est le joueur de manière indirecte, entre guillemets. Donc vous ne pourrez le faire ça qu'une seule fois par partie. On ne peut pas empiler, voilà, les choses comme ça. La manière dont était écrite la règle laissait supposer que c'était le cas. Certains joueurs avaient un doute, ce qui se comprend, parce que c'est pas très clair. Donc vous vérifierez bien si la règle s'applique à votre unité ou si elle s'applique au joueur. Si c'est le joueur, c'est qu'une seule fois. Si c'est à l'unité, c'est chaque unité pour le faire qu'une seule fois. Ensuite, on a une petite update sur les terrains. C'est vraiment pour assainir le jeu, les gens qui se posaient des questions. Donc, quand vous êtes dans un terrain pitcher, vous mesurez vos capacités à partir du terrain et plus du modèle qui est dedans. Le modèle qui est dedans ne peut pas combattre. Cependant, quand il va en descendre, donc le terrain est retiré, le modèle perd toutes les habilités liées au terrain. Vous ne les conservez pas et vous pouvez à nouveau combattre. Voilà, c'est pour, on va dire, éclaircir les règles. Certains joueurs avaient des doutes, quoi que ce soit. Maintenant, on est sûr. Et ensuite, on a une petite modification sur les sorts. Donc, on vous dit qu'un ennemi ne peut pas faire de réaction à un casting roll, donc un lancement de sort, que si ce dernier est réussi. C'est-à-dire, si mon adversaire fait son sort et fait 4 et que ça lancement c'est 6, il a raté, moi je ne peux pas faire d'unbind dessus ou d'appliquer une réaction à cette capacité. Ça marche que si ce dernier est réussi. Ensuite, la question est, je trouve, un petit peu tirée par les cheveux, mais bon, il semblerait que certains joueurs se posent la question. On sait que la capacité course vous rajoute un D6 de mouvement à votre capacité de mouvement. La capacité redéploie porte le mot-clé run en keyword. Du coup, le joueur dit si je fais un redéploiement et que j'ai couru avant, est-ce que j'applique ma capacité, ma valeur de
course à mon redéploiement? La réponse de l'éditeur, c'est non. Voilà. Après la question suivante qui était, une question qui avait besoin d'être mise à jour, donc là, c'est bien précisé. Est-ce que je peux utiliser Covering Fire après un redéploiement? La réponse est oui, aujourd'hui, c'est faisable. Anciennement, c'était un peu flou parce qu'en fait, vous utilisiez la capacité de tir, sauf que, c'était pas dit, vous utilisez une capacité de tir, mais vous tiriez et en fait, vous n'avez pas le droit de cette capacité de tir si vous aviez couru. Donc, c'était un petit effet ping-pong entre jouant avec les mots et ainsi de suite, c'était très pénible. Voilà, maintenant c'est fac. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez redéployer avec Covering Fire. Ça règle la question. La question suivante, c'est très simple. Normalement, si on sait lire, on n'a pas de souci, hein. Mais bon, il semblerait que les joueurs aient du mal à lire. Si j'utilise l'ordre Power Through, qui me permet de passer au travers des zones d'engagement et de pouvoir me repositionner, est-ce que je peux passer au travers des modèles? L'éditeur dit non, à part si vous avez le mot-clé vol, mais bon, ça me semblait logique. La question suivante, c'est concernant les terrains et les lignes de vue. Le joueur demande si je dois prendre une mesure ligne de vue, est-ce que ça se fait de socle à socle ou pas? L'éditeur répond, ça ne se fait pas de socle à socle, mais bien sur l'entièreté de la ligne de vue de votre unité. Donc, si votre unité a une lance qui dépasse de 1 mm derrière un élément de décor, si elle est visible, on vous voit. Voilà. Vous avez certains jeux comme Star Wars Légion qui sont un peu plus intelligents à ce niveau-là. Vous avez des gabarits que vous mettez derrière votre unité, derrière votre modèle, pour voir s'il est visible ou pas, ce qui fait que si les armes dépassent du gabarit, on s'en fout, c'est que le gabarit qui compte. Là, c'est pas le cas. C'est tous les modèles, donc tout ce qui, les arbres, les fleurs, les ailes, quoi que ce soit. Voilà, ça dépasse, ça se voit, c'est visible. Bon, bah. La question suivante, c'est intéressant à entendre. On vous dit que si lors d'une capacité de tir, quoi, parce qu'un adversaire tire, son tir passe au travers de deux éléments de décor distincts dont mon unité n'est pas entièrement derrière l'un d'elles, est-ce que le cover s'applique? L'éditeur répond oui. Donc, si vous avez une unité qui est là et deux unités de parcelles distinctes et que l'unité ennemie est là et que le tir passe pour un modèle ici et pour un modèle là, donc en soi, les deux sont protégés par le couvert. Est-ce que j'ai le couvert? La réponse est oui. Dans la logique, on va dire, ça s'entend. Cependant, il faudrait peut-être qu'il précise ça sur toutes les occurrences comme ça pour être sûr à 100%. Alors, la règle suivante, c'est une mise à jour de la règle actuelle sur le power leveling. On vous parle de l'occurrence qui va augmenter ou diminuer vos power leveling. Maintenant, des joueurs, et ça se comprend, se poser la question si j'ai l'occurrence prêtre et sorcier en même temps et que je gagne du power leveling ou j'en perds, qui est affecté? Est-ce que je choisis? Est-ce que c'est tout le monde? Donc là, c'est très simple. Si la règle augmente le power leveling du mot-clé sorcier, est-ce que c'est précisé sorcier, vous gagnez que du sorcier, pas du prêtre, si c'est du prêtre, et ainsi de suite. S'il n'y a rien de précisé, ça augmente les deux en même temps. Et si ça diminue, c'est pareil. Si ça écrit ça diminue le sorcier, ça diminuera que le power leveling du sorcier. Si ce n'est pas précisé, ça diminuera le power leveling du sorcier et du prêtre. Là, c'est une occurrence très rare de règle où votre héros est à la fois sorcier et prêtre. Ça peut arriver dans le BT. Donc, vous vérifiez juste avec votre adversaire s'il y a écrit prêtre ou sorcier. S'il n'y a rien écrit, c'est soit un bonus des deux, soit un malus des deux. Point barre. Et la règle suivante, ça concerne les manifestations. Ils ont bien réfléchi et répondu à ça. Est-ce que des habilités alliées peuvent affecter des endless spells, des sorts persistants de manifestation? La réponse est non, ça ils l'avaient déjà dit. Sauf que maintenant ils ont bien précisé qu'il y a une exception qui confirme l'aigle, c'est la règle banish manifestation, qui là, ne semblerait, n'est pas considérée comme une capacité alliée, mais une capacité générique, et donc vous pouvez banish vos propres manifestations. Beaucoup de gens attendaient une réponse à ce niveau-là, parce que dans leur question-réponse de la dernière fac, un joueur avait demandé si des règles pouvaient affecter si mes règles pouvaient affecter mes manifestations, ils avaient dit non, donc ça laissait supposer que le banish que je faisais moi, c'était mes règles, donc je ne pouvais pas banish mes manifestations, mais ce n'était pas clair du tout. Maintenant, ils y ont répondu. Vous pouvez banish vos propres manifestations sans souci. Ensuite, nous avons une mise à jour aussi sur les armées de renom. Donc, les armées de renom, certaines fois, vous aviez la possibilité de prendre ou pas les décors, c'est pas très clair. Donc là, maintenant, vous avez le droit de prendre vos décors de faction sans restriction, à moins qu'il y ait une restriction indiquée clairement dans l'armée de renom. Donc, si c'est pas écrit, vous pouvez. Alors maintenant, nous avons une modification, ce n'est pas vraiment une modification, c'est plus un éclaircissement des règles concernant les Endless Spells, notamment le Lochon, la Gravetide et le Purple Sun. Ces trois modèles-là bénéficient d'une règle, une capacité de phase de mouvement qui est un core move,
qui leur permet de survoler les modèles pour appliquer ces règles-là. Cependant, beaucoup de joueurs, on va dire, exploitaient mal la règle et engageaient des unités, car c'est une ability core move qui vous dit que vous pouvez passer sur les modèles. Cependant, ces modèles-là possédaient le mot-clé fly, et le mot-clé fly vous interdit d'engager des unités avec, ce qui voulait dire par là que vous pouviez appliquer, si votre mouvement était suffisant, le fait de survoler les modèles pour appliquer votre debuff, mais de ne pas engager. Beaucoup de joueurs considéraient que c'était un glitch de la part de Games Workshop, une mauvaise écriture, et du coup n'appliquaient pas la règle de fly, le fait de ne pas engager, et engageaient les unités ennemies avec. Aujourd'hui, nous avons la clarification de l'éditeur. Non, on ne fait pas ça. Le mot-clé fly s'applique bien, vous ne pouvez pas engager. Et pour pas qu'il y ait de doute, on a réécrit la règle. Donc maintenant, ces unités ont écrit la règle. Vous ne pouvez pas engager des unités avec cette capacité. Donc là, vous me dites, mais comment marche cette capacité vu que je ne peux plus tricher? C'est très simple. Vous vous mettez avec votre mouvement à 3 pouces de votre adversaire si vous n'avez pas eu la capacité de le mouvement supplémentaire pour pouvoir passer au travers et vous repositionner. Vous chargez votre adversaire, vous faites votre phase de combat, et si au tour d'après, c'est encore à vous de jouer ou que vous avez une capacité de mouvement, vous allez pouvoir appliquer ce core move, donc traverser l'unité, appliquer vos debuffs ou vos blessures mortelles et vous positionner à 3 pouces de l'adversaire. Là, vous me dites oui, mais j'ai fait une retreat. Non, car le core move que vous appliquez sur votre unité, ce n'est pas une retreat. Donc, vous ne prenez pas de blessures mortelles et donc vous allez pouvoir refaire une phase de charge derrière complètement. C'est la manière dont l'éditeur semblerait vouloir qu'on utilise la règle. Ils l'ont bien précisé. Cependant, il y a une exception qui confirme l'aigle, qui est bien le pendulum, où là, c'est bien écrit que ce dernier peut engager. Il est vrai que le pendulum est déjà restreint dans ses mouvements car il ne peut aller que dans une direction en ligne droite. Donc, nous ne pouvons pas faire de virage, nous ne pouvons pas faire des allers-retours. Il serait con que cette unité ne fasse rien, déjà qu'elle ne fait pas grand-chose. Donc là, vous allez pouvoir engager avec. C'est un bon buff pour cette unité, même si ça semblait logique dans la rédaction. Alors maintenant, nous avons des errata concernant les faction packs. Si jamais vous cherchez où sont vos errata, sur l'application, vous allez dans votre armée et en haut, vous avez un onglet qui vient d'apparaître normalement qui s'appelle errata et dedans, vous avez la liste de tous les errata liés à votre armée. C'est des petits bonus, malus aujourd'hui, rien d'exceptionnel. On espère que Games fera ça un peu plus souvent, qu'il s'autorise à modifier comme ça les règles, des choses comme ça. C'est, je trouve, plus simple pour le jeu. Alors, la première armée avec qui on commence, c'est City of Sigmar, qui se voit une règle assez importante modifiée, qui leur dit que Advanced Information, c'est l'ordonnancement qui leur permet d'avancer 3 pouces une unité, n'est pas cumulable. Vous ne pourrez pas avoir 3 héros qui font 3 fois ça sur la même unité pour avancer de 12, 3, 6, 9, de 9, je veux dire. Voilà, vous savez que c'est une unité qui a le droit de recevoir seulement cette injonction une fois. Donc c'est un bon nerf pour les City of Sigmar. C'est dommage que déjà l'armée entre guillemets, ne se positionnait pas dans le plus haut résultat. En tout cas, c'est une volonté de l'éditeur de ne pas leur donner un mouvement excessif à ce niveau-là. L'armée suivante, c'est les Fire Slayer qui se voient changer leur rune of Ruthless Zeal en One Spark Battle Army, mais surtout l'affectation en phase de mouvement. Le timing est important, car en fait, quand vous écrites la rune, anciennement, ça se faisait en phase de charge, vous aviez plus un course, plus un charge, mais vu que vous avez déjà fait votre phase de mouvement, vous ne pouvez pas bénéficier du plus un course. Là, c'est corrigé, les Fire Sayers seront contents, ils vont pouvoir avoir le plus un course, plus un charge de manière beaucoup plus intelligente. L'armée suivante, c'est les Edonitos la neige. Donc là, gros nerf une fois de plus avec le sort Fantasmagoria. En V3, il avait été réécrit et du coup, il était vraiment très très faible. Là, il semblerait que ça soit la volonté de l'éditeur de nerf encore ce sort car il laissait plusieurs flous dans la règle. Donc là, maintenant, vous lancez ce sort sur votre unité ennemie. L'unité ennemie, quand elle va utiliser la capacité de fight, vous allez pouvoir faire votre réaction et bouger de 2 des 3 pouces. Cependant, il faut attendre que votre ennemi ait fini de frapper. Donc, il fait son mouvement de peeling, il vous frappe dessus. Et une fois que c'est fait, vous retirez vos pertes et vous pourrez bouger 2 des 3 moves, quoi, 2 des 3 pouces. Ensuite, si c'est à vous de jouer, d'activer votre unité, de pouvoir faire un peeling et éventuellement de refaire autre chose derrière. C'est un nerf parce qu'avant, on pensait qu'on pouvait éviter les combats et aller tag d'autres unités, ainsi de suite. Et du coup, faire perdre une phase de combat à votre adversaire si le jet de entre guillemets, de mouvement était assez fort. Là, ce n'est plus possible. Votre adversaire va devoir combattre. C'est dommage. Pour les caradrons, il y a une modification de la règle du coup de la Frigate Assault Board qui vous dit que vous pouvez seulement prendre des unités pour faire cette capacité si les modèles sont entièrement à 6, ne sont pas en combat, ils ne vont pas charger, ce qui
limite certains glitches pour, je charge un truc, finalement j'ai pas la bonne charge et du coup je vais le faire charger de l'autre combat ou sortir d'un combat, prendre un autre combat, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un nerf, on va dire, qui peut être conséquent, mais il semblerait que c'est une volonté de l'éditeur de bien appliquer la règle. Pour les luminettes, ça change pas grand-chose. On vous dit que quand vous allez pouvoir activer vos unités luminettes Rimlord, vous allez choisir 2 unités qui pourront combattre et pas seulement une puis une autre. Ça permet surtout de passer au travers de certains joueurs, vu que tout est bien noté, 2 unités Rimlord unit, et donc de ne pas utiliser des, sorts persistants. Et pour les Magatki of Nurgle, c'est un nerf, du, Blessed by Plague Tracer ability qui permettait de répandre les maladies. Vous ne pouvez pas répandre de maladies, vous pouvez utiliser cette capacité avec les manifestations ou les terrains de feature, seulement les unités. Pour les Night Taunt, premier nerf, on attendait plus, mais bon, en tout cas, ça devient logique. L'OCD X-Ray s'est passé à 1, donc toutes les cavaleries qui avaient 5 points de vie ou plus se voyaient avec un OC2. Les cavaleries qui avaient entre 2 et 4 points de vie avaient un OC1. On ne sait pas pourquoi eux ils étaient en OC2, donc ça a été corrigé. Ils re-rentrent dans les rangs. Il faudra sûrement plus à Night Taunt pour pouvoir les nerfs, car actuellement l'armée est beaucoup trop forte. Ensuite, nous avons les Morghast Archaï et Morghast Harbinger qui gagnent le mot-clé Fly. Donc, vu les modèles, de toute façon, il avait déjà avant, ils ont des ailes, c'est normal qu'ils fly. C'était une petite coquille. Et les Immortis Guard, eux, ne bénéficieront plus, en fait, de la Soulband Protection que sur un jet non modifié de Ward de 1 et pas un 1. Avant, vous rajoutez des plus, des malus, du coup, ça permettait de glitcher. Là, non, c'est bien un jet non modifié de le Soriscar vétéran pour les Séraphons se voit une modification de sa règle qui dit que quand vous l'activez une fois par partie, la capacité Alpha Roar, vous allez donc donner plus une attaque caractéristique aux armes de compagnon mêlée pour le reste de ce tour. Et en addition, vous allez donner un Rage Token à chaque unité jusqu'à un maximum de 3 par unité. Donc si votre unité avait 3, vous n'irez pas à 4, mais ça vous permet d'avoir un effet qui se coule avec plus une attaque et plus un Rage, ce qui vous fait gagner entre guillemets une phase de combat. Pour le Set to Darkness, il y a une modification de la règle des Raptorix qui était complètement buggée parce que vous gagnez des attaques supplémentaires, mais vu qu'il n'y a pas écrit Companion Weapon, vos compagnons n'en bénéficiaient pas. Donc là, ça s'est corrigé. Et pour les Stormcast Eternal, nous avons une modification du Dice Arcanum, quand je vous expliquais dans ma vidéo, où vous pouviez glitch en téléportant le héros, le dice restait bloqué, ainsi de suite. Maintenant, quand vous faites une téléportation, le Dice Arcanum n'aura plus de, comment ça s'appelle, sera retiré du champ de bataille. Voilà, c'était, on va dire, c'est pour aller dans le bon sens, c'est normal. Et ensuite, nous avons le Lord Imperator qui se voit changer sa capacité Guiding by Lightning, qui vous permettait d'avancer de D3 un modèle entièrement à 12 de lui quand il apparaît en fait. Cette fois-ci, c'est once per battle army, donc vous ne pourrez pas faire cette capacité avec 2-3 Lord Imperator, seulement un Lord Imperator. Donc si jamais vous aviez 3 Lord Imperator pour faire ça 3 fois d'affilée, ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est un gros nerf sur cette unité qui était déjà assez chère à mon goût, mais bon, il semblerait que les Stormcast soient trop forts avec cette règle-là. Et ensuite, nous avons une modification du timing de la capacité Eruption of Throne of Vine qui passe en phase de mouvement Once per turn army. Et pour finir, on répond à 4 questions qui sont bêtes, entre guillemets, qu'on a déjà répondu. Est-ce que les Daughter of Cain peut utiliser All of Slaughter une fois par unité? Parce que la règle était un petit peu, comme je vous disais, on ne savait pas trop. Si on comprenait bien le jeu, c'est le cas. Donc chaque unité Daughter of Cain infanterie peut utiliser une fois par partie cette capacité, il n'y a pas de souci. Est-ce que la règle des Gloomspike qui affecte les companions, ça l'affecte? Oui, parce que c'est écrit dessus. Est-ce que les lunettes Rimlord ont le droit d'utiliser 2 fois la même aspect of war, facet of war? La réponse est non. Mais d'un côté, c'est logique, vous ne pourrez pas mettre 2 moins un touche si jamais vous prenez la compagnie scintillante. C'est une par votre sous-faction et une autre différente par vos règles d'armée. Et par contre, là, c'était un petit peu flou et du coup, la question est répondue. Si le Calligraph Scenari fait un miscast sur une capacité de summon ability, est-ce qu'il peut utiliser son habilité pour réécrire le sort et passer à 8? La réponse est non, donc c'est un gros nerf sur ce modèle-là qui lui permettait à 100% de réussir ses invocations. Donc là, si vous roulez votre double 1 et que vous faites votre miscast, vous ne pourrez pas utiliser sa capacité. Voilà, certains joueurs l'attendaient en luminette une réponse avant d'utiliser ce modèle. C'était un gros nerf pour le modèle, mais sa règle reste quand même forte de pouvoir invoquer de manière certaine des Endless Spells. On a vu l'entièreté des règles, j'espère que vous avez bien pris connaissance de tout ça et vous allez pouvoir l'appliquer à vos parties de jeu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre et de vous aider à mieux comprendre certains points de règles. Et j'espère en tout cas que Games Workshop continue dans cette vague-là. C'est un peu dommage, ça soit tombé comme ça sans
sans annonce soit haute. Beaucoup de joueurs attendaient un peu plus, on va dire que là c'est un petit patch, un pansement mis comme ça. On espère que sur début septembre, on aura, lors de la sortie des BT Stormcast et Skaven, un patch un peu plus important pour rééquilibrer le jeu, car le jeu s'appelle jeu égal et aujourd'hui il y a beaucoup de factions qui ne sont pas en jeu égal, malheureusement à cause de l'écriture des règles ou des coups en point. On verra ça à l'avenir. Merci à vous de m'avoir suivi, bonne journée à tout le monde, ciao, à une prochaine vidéo.